Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés et remplis d'amour pour lui. J'espère que vous allez bien et je suis accompagné, comme toujours, de Jean. Salut Jean. Salut Thibaut, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Super. Je suis accompagné aussi de Charles. Bonjour Charles. Salut Thibaut, ça va? Ça va, ça va. Et je suis accompagné de Marvin. Salut Thibaut, je vais pas te demander comment ça va parce qu'ils l'ont fait tous les deux Ouais, déjà. exactement. Bon, j'espère que vous allez tous bien, malgré le contexte sanitaire un peu compliqué. Malheureusement, Ben ne sera pas là aujourd'hui, il reviendra pour un prochain podcast tout simplement. Donc, bon, vous l'aurez compris, on continue les podcasts malgré le contexte un peu compliqué dans lequel on vit, puisqu'on veut vous apporter un peu joie et bonne humeur à travers le cinéma, et vous faire découvrir toujours de nouvelles choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on attaque le cinéma coréen. Et on l'attaque pas avec n'importe quel film, puisqu'on l'attaque avec Memories of Murder. Donc c'est un film qui a été réalisé par Bong Joon-ho. Je suis désolé pour la prononciation, ça va être ça pendant tout le podcast. Ouais. Ce film qui était sorti dans nos salles en 2004, mais en 2003 en Corée du Sud. Et avant de parler du film et de son propos, je vous propose, pour se mettre dans l'ambiance une nouvelle fois, d'écouter son thème principal. Memories of Murder, donc réalisé par Bong Joon-ho, réalisateur extrêmement connu de nos jours effectivement, mais à l'époque ce n'était pas autant le cas, puisque effectivement Memories of Murder a lancé sa carrière, mais avant ça il avait déjà fait un premier film nommé Barking Dog, et Never Bite. Never Bites, exactement. Il manquait un mot. Excuse-moi. Pas de Et soucis. suite à ça, du coup, il a pu continuer effectivement sa filmographie. Est-ce que Marvin, tu as envie de nous en parler un petit peu? Ah, je peux l'introduire, oui. Moi, c'est un des premiers films coréens que j'ai pu voir. Le vrai premier, c'est, si mes souvenirs me trahissent pas, c'est Old Boy, qui m'avait aussi énormément marqué, qui est sorti, il me semble, la même année, peut-être même le même mois en Corée. En tout cas, la Mhm. même année, je vais pas confirmer le même mois. Et c'est un des films qui a marqué de Corée du Sud à l'international. C'est vrai qu'on Il est parle... sorti. Ah, pardon, vas-y. Vas-y, hein. Non, j'allais juste rajouter que c'est vrai qu'on parlait beaucoup en fait du lancement du cinéma sud-coréen à l'international de l'année 2003, donc effectivement avec Bong Joon-ho sur Memories of Murder et Park Chan-wook avec Old Boy, mais aussi un troisième qui est Kim Ji-woon, il me semble que ça se prononce comme ça aussi, avec son film Les Deux Sœurs, voilà, qui est plus dans un contexte par contre horrifique à ce niveau-là. Voilà, je te Oui. laisse continuer. Très très bon film, hein, Two Sisters d'ailleurs. J'avais beaucoup apprécié. Ouais, Bong Joon-ho, il est très très connu, notamment grâce à Parasite, qui est sorti l'année dernière, qui a fait quand même un carton. Je sais pas des chiffres en tête ni quoi que ce soit, mais ça avait super bien marché. Bah, Il est ça- très très. Il a eu une palme, hein. Oui, voilà, ouais, Ouais, il y tout a à fait surtout aussi, ça qui également, lui a ouais. fait un boost Ouais, mais il a fait médiatique. énormément d'entrées, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Ouais. Il en a fait quand même beaucoup. Il est aussi passé entre temps un an auparavant ou deux Mhm. par Netflix avec Okja aussi, qui Oui. est pour moi l'une de ses moins bonnes propositions, mais c'est ça, 2017. C'est une de ses moins bonnes propositions pour moi, mais ça reste quand même vachement intéressant. Après, je suis content d'être un peu perméable à certains films, ça me montre que je suis un peu objectif quand même vis-à-vis de son travail, parce que j'adore vraiment tout le reste, pour le coup. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Marvin est un énorme fan. Il a des posters de lui partout dans sa chambre. Pas jusque là quand même, mais ça a enclenché mon amour du cinéma coréen. Ouais.
Mm. Il y a aussi cas, Snowpiercer qu'il a pu réaliser en 2013. Bon, qui là par contre, on s'éloigne un peu du registre effectivement sud-coréen puisque ça va être une production américaine, il me semble, c'est ça. avec C'est un en gros plus, camoulox, ça, ouais. ouais voilà, avec une adaptation d'une bande dessinée française avec des acteurs américains réalisée par un sud-coréen, incroyable, Et qui est un super film d'ailleurs. et qui est très très bon. Oui oui, absolument, il faut le regarder aussi. Qui a eu son adaptation en série cette année. Moi, je me suis pas penché encore, mais il y en a qui aiment. Bah, j'avoue, je l'ai commencé, il faut que je la termine. Ça démarrait plutôt bien, même si c'était dans un registre complètement différent du film ou même de la BD, mais bon, après c'est une adaptation, donc forcément, vaut mieux que son registre soit un peu différent. On est d'accord. Absolument. Au niveau de la bande originale, c'est Taro Iwashiro qui s'y est collé, donc qui a pu faire les musiques du film effectivement. Pas forcément grand chose à dire sur ce compositeur, donc soit parce qu'on ne s'y connaît pas assez, soit Bah, parce que personnellement, effectivement, moi je vais encore redire la même chose que sur Blowout. En tout cas, Scream, la bande-son m'a un peu moins marqué. Et on avait eu un rapport un peu distant avec elle. C'est vrai qu'on en avait discuté et on trouvait qu'il y avait des musiques qui étaient un peu hors de propos par rapport à la thématique horrifique. Elle restait malgré tout intéressante. Moi, sur Blowout, elle m'avait énormément marqué. Et sur Memories of Murder, moi c'est pareil. Elles m'ont chamboulé. Je trouve qu'elles sont extrêmement justes et qu'elles sont vraiment incroyable pour le coup. Après, je suis jamais très objectif, pardon. Sur la musique, je suis subjectif du coup. je suis assez d'accord avec ça. Surtout la musique de fin, pour moi, est d'une justesse incroyable. C'est-à-dire que, bon, on va pas attaquer l'histoire, hein, mais vraiment, sur le plan final, la musique est absolument parfaite pour moi. Vraiment, elle retranscrit les émotions qu'on doit avoir, et c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, on y reviendra plus tard de toute manière. Oui, je pense que c'est tout. Après, on peut encore revenir un tout petit peu sur la carrière de Bong Joon-ho parce qu'on n'a pas parlé non plus de Mother et de The Host. Oui, absolument. Qu'il a comme, enfin, je trouve qu'il est passé par plein de genres. Après, le drame, le cinéma policier, c'est plus ou moins son penchant naturel. Après, je me souviens plus tout à fait du genre du premier film que je n'ai pas vu. Faudrait que je le rattrape un jour. Il me semble qu'il est classé comme comédie dramatique. D'accord. Parce que Memories of Murder, ouais, c'est un film policier. Clairement, Mother, ça tourne autour d'une enquête policière également. Et après, il a quand même navigué entre les genres parce que The Host, il a quand même, moi je trouve en tout cas, révolutionné le genre du film de monstre. Je le trouve vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas vu, penchez-vous-y aussi, c'est intéressant. Et Snowpiercer, la science-fiction dystopique, et je trouve qu'il le fait très très bien. Voilà, donc déjà, si vous n'avez pas vu Memories of Murder et tous ces films, ça vous fait déjà 4 films à voir en plus. Donc il va falloir rattraper très très vite tout ça. Du coup, au niveau des acteurs qui l'accompagnent, nous avons Song Kang-ho, qui est son acteur principal et qui d'ailleurs va le suivre quasiment tout au long de sa filmographie. Et nous en avons ensuite deux autres qui sont Kim Sang Keong et Kim Roea. Voilà. Encore une fois, désolé pour la prononciation, on fait comme on peut. Au niveau du résumé du film, ça se passe donc dans les années 1986, dans la province de Gyeonggi. Le corps d'une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne, et 2 mois plus tard, d'autres crimes similaires ont lieu. C'est dans un pays qui n'a dans la Corée du Sud donc, qui n'a jamais connu de telles atrocités, et la rumeur d'actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Et donc une unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable et de l'appréhender. Est-ce que vous avez encore des choses à dire avant qu'on commence à spoiler vraiment le film ? Je pense pas. Peut-être faire un tour général des avis, non ? Oui, ouais, c'est vrai. pourquoi Ouais, juste avant. c'est vrai que ce serait sympa pour chauffer les gens. Charles, dis-nous donc ce que tu as pensé du film. Ce que j'ai pensé du film. Moi, je suis assez fan des films policiers et thrillers, pour le coup. Du coup, je connaissais pas du tout, par contre, Bong Joon-ho, pardon. Donc, ça a été assez intéressant de regarder ça en première vision. La décomposition de l'œuvre était vraiment cool. J'avais une petite appréhension quant au fait que ça soit un cinéma asiatique, parce que je m'étais jamais vraiment penché sur du cinéma asiatique, et du coup en entrant dedans directement avec ce grand réalisateur là qui a fait récemment Parasite comme on l'a dit, je pense que ça a permis de découvrir un peu de passer par une porte d'entrée assez conséquente sur le cinéma asiatique, et du coup donner un
un ordre d'idée de ce que pouvait rendre ce cinéma sud-coréen, et du coup, moi, j'ai bien aimé. Très bien, très bien. Jean, qu'en as-tu donc pensé, toi? Bien moi j'avais déjà regardé pas mal de dramas et pourquoi pas de films coréens. Donc le style coréen ne m'a pas dérangé du tout, même j'aime beaucoup comment ils réalisent et les Sud- acteurs aussi. Les Sud-coréen, on Sud-Coréens, précise, pardon. parce qu'on n'en a pas trop des films nord-coréens. C'est vrai que c'est un peu dommage. Non, mais les Sud-Coréens, ils ont toute cette culture et leur façon de réaliser, la façon de voir les films, la façon de voir comment les gens y jouent, les relations et tout, c'est vraiment différent. Et c'est vraiment Memories of Murder, pour moi, c'est un film que je recommande beaucoup pour les gens sont intéressés par la Corée en général et par l'histoire aussi, parce que c'est assez ancien. Ça traite d'une époque qui est quand même plutôt ancienne, les années 80. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant parce que c'est plus qu'une enquête policière. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on voit vraiment le côté humain quoi, qui est retranscrit et je trouve que c'est très intéressant pour ça. Ouais, effectivement. Du coup, Marvin, ton avis, même si quasiment tout le monde le connaît déjà. Moi, c'est un de mes films sud-coréens préférés, donc encore une fois, je vais pas être objectif du tout. Après, il a eu de toute façon aussi historiquement une rayonnance internationale, vu que on qualifiait, enfin je sais pas si historiquement on le qualifie comme ça, mais en tout cas Bong Joon-ho le qualifie cette période de cette manière en disant que c'était l'âge d'or du cinéma coréen pour eux, que ce soit pour Park Chan-wook, Bong Joon-ho et d'autres à l'époque. Et c'est vrai que ça se ressent, j'ai l'impression en tout cas dans la façon dont ils ont fait leur film, parce qu'on a pu voir un documentaire récent qui a été fait par la Rabia et qui permet de comprendre la façon dont ils ont réalisé le film à l'époque. Et ils avaient quand même pas mal de liberté, je trouve, ils ont pris leur temps et ils ont fait ça vraiment de très bonne manière. On sait que récemment, il y a eu un film qui s'appelle Sea Fox, si mes souvenirs sont bons, c'est le cas. Bong Joon-ho a participé à l'écriture du scénario et s'est inspiré de faire elle. C'est un navire clandestin qui, entre la Corée et la Chine, en fait, a disparu en mer et a tué des dizaines, si c'est pas des centaines de personnes, je sais plus. Et le gouvernement coréen a pas tout à fait apprécié le scénario. Je sais pas, et je connais pas du coup les changements politiques qu'il y a en Corée du Sud à l'heure actuelle et depuis 2003. Mais c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse le souligner maintenant que la liberté de création redescende à ce point-là quand on voit ce qui a été fait sur Old Boy, la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook et tous les films qu'a fait ensuite aussi Bong Joon-ho. Mais c'était un succès critique vraiment retentissant. Et pour moi, ça reste vraiment un film super important de ceux que j'ai pu voir. J'en connaissais rien quand je l'ai vu la première fois. Et c'est un des premiers à m'avoir fait découvrir alors, le cinéma asiatique et coréen du Sud. Et franchement, ça a été une claque monumentale et c'est le cas à chaque fois que je le revois. J'ai eu aussi la chance de le voir en salle 2 fois, donc peut-être que ça change aussi la donne. C'est quand même différent comme contexte. Mm. Mais c'est pour moi un film vraiment hyper impressionnant, que ce soit par la performance d'acteur, l'histoire, la musique, la façon dont c'est filmé, tout. Et je crois que j'ai fait le tour. Bah, très Thibaut, bien. qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film au début, en sachant que du coup le vieux cinéma sud-coréen, je l'ai découvert donc avec ce film, puisque bon j'ai pu voir Parasite, Snowpiercer, même si effectivement comme on a dit tout à l'heure c'est pas vraiment dans ce contexte-là. Euh, donc voilà, vraiment ce cinéma en fait qui prend le temps de poser les choses, euh, qui va filmer des actions de la vie de tous les jours qui sont pas forcément utiles à l'avancée du récit, mais qui sont utiles au développement humain des personnages. Et au début, ça m'a un peu frappé. Je me suis dit, oula, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai du mal à suivre, j'ai du mal à me mettre dedans et à ressentir de l'empathie pour les personnages. Une fois passé en fait la moitié du film, je me suis retrouvé investi, mais sans le vouloir et sans m'en rendre compte. Et c'est là que je me suis mis à apprécier le film pour ce qu'il est. Et c'est là que j'ai ressenti, on pourrait dire, l'histoire et la façon de raconter de Bong Joon-ho, et qui m'a vraiment pris aux tripes, jusqu'au point de vraiment me faire ressentir des émotions d'empathie pour les personnages, quelque chose que je n'aurais pas ressenti avec un polar euh, ou une enquête criminelle, effectivement, générique, on va dire. Voilà. Après, avec une deuxième revision du film. Visionnage.
Un deuxième visionnage, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Terrible. Avec un deuxième visionnage du film, je me suis rendu compte effectivement que j'étais passé à côté de plein de choses au début parce que j'arrêtais pas de me sortir du film et qu'au final, même la première moitié, il faut s'accrocher parce qu'effectivement, c'est une masterclass. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà, Je te rejoins Thibaut là-dessus sur le côté un peu les deux parties. C'est vrai qu'au début on a du mal à rentrer dans le film un peu. Après ça va tout seul après, c'est ça qui est fou quoi. On rentrera dans les détails, je pense, dans la partie spoiler, mais c'est vrai que, enfin, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et je trouve ça amusant que vous arriviez plus à accrocher à la seconde partie qu'à la première. Après, je pense que du coup, c'est aussi l'humour euh, du film dans la première partie qui est peut-être perméable au niveau européen quand on n'a pas déjà vu d'autres films du cinéma coréen du Sud, et c'est aussi subjectif parce que l'humour, c'est pas toujours le même pour tout le monde, et moi ça m'interroge et c'est rigolo, on en parlera un peu plus en détail quand on rentrera dans la partie spoiler. Mais moi j'avais l'impression que la première partie était plus abordable que la deuxième parce que moins dramatique, moins dur aussi, et peut-être un peu moins réaliste vu qu'il y a des appuis comiques quand même en masse, on en parlera comme je l'ai dit tout à l'heure en plus en détail, il y a plein de ressorts comiques, à la fois les gros dropkicks ou des choses comme ça qui font que ça désamorce un peu des fois les situations, des choses comme ça. Oui. Mais c'est intéressant que vous ayez perçu le film comme ça tous les deux. Et je vais juste revenir un tout petit peu sur, comme le disait Thibaut, sur rentrer dans la vie des personnages et s'attacher aux personnages en fait. C'est quelque chose qui est très très coréen et que j'ai vu un peu que là-bas. C'est-à-dire où le scénario va être plutôt simple, mais par contre la construction des personnages va être très complexe et on va s'attacher beaucoup aux personnages en fait. Et on peut le retrouver, que ce soit dans la littérature, dans la bande dessinée, un peu tout le temps en fait, même dans leur façon de consommer les médias et tout, c'est comme ça. Sur l'utilisation d'un terme qu'a employé Thibaut avant qu'on passe dans la partie spoiler, il qualifie le Memories of Murder de vieux cinéma coréen, et nous on l'entend dans le sens où on a fait le choix pour le podcast de sélectionner pour l'instant des films qui étaient autour des années 70-80 maximum pour l'âge, parce qu'on s'est dit que c'était plus intéressant de rentrer dans le cinéma par ces périodes-là, vu la distance qu'il y a entre certains films et le propos et la façon dont c'est réalisé. Des fois c'est un peu plus perméable pour certains, mais on a pleinement conscience qu'il y a eu d'autres périodes de cinéma coréen. Enfin, on sait que techniquement on est dans la 5 ou 6e période, mais nous on a fait ce choix du coup de s'appuyer sur des films qui sont plus récents pour les aborder, parce que à la fois ils sont moins perméables on pense pour les spectateurs, même si on se cachera pas et on se privera pas de parler aussi et de faire des références et d'inviter les gens à regarder du cinéma un peu plus vieux. Mais on voulait juste souligner ça pour pas qu'il y ait des cris sur les réseaux sociaux et qu'on se fasse harceler de messages. Très très bien, très bon rappel. Du coup, on vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez pas encore vu, avant de passer à la partie spoiler, puisque à partir de maintenant, nous allons résumer le film, nous allons décrire des scènes clés du film qui sont super importantes à découvrir vraiment sans connaître en fait ce qui va se passer à la fin ou ce genre de choses. Donc on vous encourage, encore une fois je me répète, mais allez voir le film avant de continuer ce podcast. Voilà, maintenant que le warning est posé, on va pouvoir attaquer la partie spoiler du film. Pour commencer cette partie spoiler, ce qu'on n'a pas évoqué donc juste avant, c'est qu'effectivement le film est tiré d'une histoire vraie. C'est donc l'histoire d'un tueur en série qui a sévi en Corée du Sud entre 1986 et 1991. Et donc à l'heure où le film a été réalisé, donc en 2003, le tueur n'avait pas encore été arrêté. Il faut savoir que ça a duré très longtemps, sa cavale, enfin son anonymat en tout cas, et ce n'est que récemment, je crois l'année dernière, il me semble, C'est ça. que 2019. Voilà, que le Tout à fait, tueur a avoué finalement les crimes et que c'était quelqu'un qui était déjà emprisonné pour d'autres crimes qui avaient été reconnus, pour lesquels il avait été reconnu coupable. D'ailleurs, Bong Joon-ho a eu la photo du tueur en fait, après qu'il soit incarcéré. Il a pu le voir. Ah, c'était pas une information restée secrète? Non. En tout cas, peut-être pour l'enquête, mais en tout cas, Bong Joon-ho, lui, a eu accès à la photo du tueur. Et il s'est exprimé, il a dit que ça faisait vraiment bizarre quoi, de voir ça. Est-ce que c'était Oui, un parce homme que, ordinaire au final en tout cas, ça a été médiatisé. Je sais pas comment fonctionne le système policier en Corée, mais on a la photo du monsieur, on sait qui il est. D'accord, bon, très bien. Ok. Bon, c'était la petite parenthèse du coup. Donc voilà, effectivement, si vous connaissez en fait cette
histoire vraie de ce serial killer qui n'avait pas été attrapé, qui était en fait un des plus grands mystères de Corée du Sud, un peu comme le Zodiac en Amérique. Hein. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, il l'appelle comme ça hein, sur le Zodiac coréen. Ah bah voilà. Du coup, voilà, ça peut effectivement altérer votre expérience par rapport au film. D'ailleurs, enfin, c'est un des ressorts narratifs importants, la quête d'identité du suspect. Je sais pas si on rentre dans les détails vis-à-vis de la fin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Vous voulez commencer par la fin du coup ? Bon, je pense qu'on va d'abord démarrer par le reste, mais enfin, on parlait là du coup d'identité du tueur qui a été décelée que récemment, et ça suppose, quand on le dit et on va l'affirmer, que justement dans le film il a pas pris les devants en donnant une identité précise de quelqu'un ou d'un des suspects de l'époque, parce qu'en fait il le sait pas, autant que les policiers coréens du Sud. Du coup, c'est quelque chose de vraiment hyper important et d'étrange par rapport à d'autres films policiers. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué et qui a marqué ceux à qui je l'avais recommandé. C'est de faire monter vraiment la mayonnaise. On parlait tout à l'heure des deux parties distinctes et on rediscutera du fait que vous préférez la deuxième dans le sens où vous avez réussi à rentrer dedans plus facilement, et c'est curieux parce que moi, justement, celle que je trouve le plus abordable, c'est la première avec tous ces ressorts narratifs comiques. Et c'est d'autant plus amusant, pardon, de savoir que pour la toute première scène de tournage, ce qui est pour moi le plus gros ressort narratif a été improvisé. Je trouve ça vraiment génial. J'étais ravi de le voir dans le documentaire et ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à chaque fois, les scènes improvisées sont les scènes les plus mythiques en fait du film. Et C'est ça, je ouais. trouve ça incroyable. Et c'est ce que je trouve bien, je te laisse la parole juste après, hein, c'est ce que je trouve bien avec Bong Joon-ho, c'est qu'il laisse vraiment beaucoup de place en fait à ses acteurs, afin qu'ils puissent Ouais. exprimer librement leur jeu et leur façon de voir les personnages, et qu'ils soient pas constamment derrière eux en train de leur imposer un choix. Et je trouve ça vraiment beau, en fait, c'est une des réalisations que je préfère vraiment regarder, et ça se ressent dans le jeu des acteurs que c'est quelque chose qui vient d'eux, enfin c'est pas quelqu'un qui leur a dit ouais joue comme ça, fais comme ça. On y croit, quoi. Ouais voilà, c'est ça, on y croit exactement. Ouais, je suis assez d'accord. Et on doit d'ailleurs, et on va expliquer ce qu'était cette improvisation d'ailleurs, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais on doit ces deux improvisations vraiment qu'on trouve tous mythiques et que le public a trouvé mythiques, dont la phrase de fin du détective Park Do-man. Et ces deux improvisations, on les doit à Song Kang-ho. Et il y a aussi la partie qu'a évoqué Thibaut, c'est que Bong Joon-ho laisse, c'est vrai, des libertés à ses acteurs. Il a donné, je pense, enfin on le voit dans le documentaire en tout cas, de 2018, de l'Arabia, il me semble. Oui. Qu'il a donné des directives, des grosses lignes en tout cas à Song Kang-ho pour ce qui est de la scène d'introduction. Il avait les premières lignes et il avait un élément, un lieu. Et il a improvisé une petite scénette en restant dans la trame, et c'est assez incroyable. Et ça a donné, je sais pas si c'est ce qui a donné, enfin en tout cas, bon, John Woo disait que ça avait donné le ton du film. Et je me demande si tous ces dropkicks qui sont des grands coups de pied en l'air avec les deux pieds levés dans le film sont dus à cette toute première scène, s'ils ont été rajoutés ou s'ils étaient déjà prévus pour le reste, parce que on le sait, il comptait montrer des policiers brutaux. Mais cette scène est vraiment incroyable. On a appris que c'était la première scène de tournage quand les deux détectives se rencontrent. Un détective de la campagne qui est déjà sur place du coup, et le détective de Séoul qui vient aider les policiers campagnards pour retrouver le tueur en série. Et la scène de rencontre entre ces deux est assez amusante parce qu'on voit le policier de Séoul qui arrive sur la route, qui marche derrière une dame. Et on sait tout de suite enfin on comprend tout de suite le malaise et on sait ce qui va arriver. On le voit au regard de la femme qui commence, plus le policier de Séoul arrive proche d'elle, plus elle commence à avancer vite. Évidemment elle tombe dans le fossé, donc lui essaye de descendre pour la rattraper, et au même moment la voiture du détective Park Do-man, qui est le détective de la campagne, arrive, et il voit ça et il lui dit je crois quelque chose du style tu te crois au pays rêvé des violeurs ou un truc comme ça. Du coup il descend de la voiture vraiment d'une manière cow-boy hein, presque, c'est un Ah truc, oui, complètement. Hein. incroyable. Et au même moment, il balance cette réplique quand il descend de la voiture, il saute à pieds joints sur, sur le détective Seo Tae-yoon. Et c'est vraiment une scène qui est incroyable. Après, en plus, il faut savoir que bon, ça colle parfaitement dans l'histoire, puisque l'enquête était déjà lancée après ce tueur en série, enfin, cet homme qui effectivement violait et assassinait les femmes, et que du coup, effectivement, il était déjà en recherche
donc de suspect. Donc, bon, il voit un homme sur le côté de la route en train d'essayer d'emmener une femme. Enfin, il le voit pas qu'il essaye de l'emmener, enfin, de la ramener sur la route, mais il la voit l'emmener dans les fougères ou ce genre de choses. Ah la vache. Il arrive, coup de pied sauté, bim, incroyable. Et effectivement, comme a dit Marvin, c'est que cette scène n'était pas du tout prévue et ça a créé apparemment des tensions entre les deux acteurs principaux, puisqu'à partir de là. Kim Song-yang, oh là là, c'est terrible ma prononciation, je suis désolé. Le détective qui vient de Séoul, donc Seo, n'était pas au courant de cette action et l'a mangé de plein fouet. Et il en a voulu apparemment un peu à Song Kang-ho, donc l'acteur qui incarne le détective Park Do-man, de ne pas l'avoir prévenu. Et du coup, effectivement, ça a créé des tensions entre eux, ce qui a permis en plus de rajouter pendant tout le film justement cette tension supplémentaire entre les deux personnages qui fait que le film renvoie encore plus un sentiment de réel. Bah en fait c'est ça, c'est que il y a une tension entre les deux détectives, sachant qu'il y en a un qui est beaucoup plus scientifique et l'autre qui est beaucoup plus dans la tradition et dans la tradition j'entends, hein, dans les méthodes un peu dures de la police, passer à tabac et puis faire des aveux parce qu'on t'a tabassé. Et du coup, c'est le réalisateur, il expliquait que cette rivalité induite par cette cascade au début, elle rajoutait beaucoup plus de réalisme au jeu des acteurs et elle rendait le film beaucoup plus prenant dans l'acting des deux protagonistes. C'est ça. Et je rajouterais juste par rapport à ça qu'effectivement le passage à tabac en fait des différents policiers, c'était quelque chose d'assez courant en Corée du Sud dans ces années-là. C'est-à-dire que on cherchait un coupable à tout prix, même si c'était pas la bonne personne, on lui faisait avouer des choses qu'il n'avait pas faites au travers de moyens un peu scrupuleux, on va dire. Voilà. Ah, la justice en Corée, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très croustillant à suivre. C'est génial. Voilà. Bah, enfin, et puis on va pas rentrer dans les détails historiques parce qu'on n'a pas des connaissances vraiment amples dans ce domaine-là, mais on sait que le film est ancré dans un contexte politique qui est spécial. Et c'est vrai que les deux policiers en fassent vraiment cette transition d'une période, enfin je pense qu'on peut l'appeler quasi dictatoriale. On suppose que la transition démocratique de la Corée du Sud, elle est datée en 1987, donc à peine un an plus tard après les événements du film et des premiers meurtres. Donc c'est vraiment tôt, et c'est vrai que comme le disait Charles, il y a vraiment une distinction qui est facile à faire entre le détective Seo qui vient de Séoul et le détective Park de la campagne, parce qu'ils ont vraiment des façons de faire tout à fait différentes. Et moi j'irais presque jusqu'à, et je sais plus si eux ils le formulent vraiment de cette manière-là, mais moi j'ai vraiment l'impression que détective Seo c'est presque un policier américain finalement qui arrive presque. Il a vraiment des méthodes américaines. C'est ça, ouais. Ouais, puisqu'il fait carrément la comparaison, effectivement. T'as déjà vu au FBI comment ça se passe, ils prennent le temps, ils se creusent les ménages parce que c'est un grand pays, donc forcément ils sont plus à travailler et ils font des plus grands meurtres, donc il faut plus réfléchir. Tandis que nous, on est juste des gens de la campagne, nos meurtres ils sont normaux, on a juste à trouver un coupable et puis c'est terminé quoi. Et d'ailleurs ça se voit énormément à travers cette scène où on les voit tous les trois victorieux, enfin tous les trois, donc il y a le détective Park Do-man avec son associé Cho Yong-koo. C'est ça. Et le premier commissaire de police. Et voilà, le premier commissaire de police, on les voit tous les trois sur l'escalier, le poing levé tel des généraux victorieux sortis d'une guerre, alors que pas du tout, ils avaient tabassé un pauvre enfant handicapé, on y reviendra aussi de ce côté-là. Après, je suis pas sûr que Baek soit handicapé, il est handicapé physiquement, mais je suis pas sûr qu'il le soit mentalement. Il est perturbé par moment quand il a des rappels des événements qui ont mené du coup à cette scarification au niveau de son visage. Mais dans la première partie du film, la façon dont il est montré, peut-être que c'est parce qu'il est perturbé que c'est la première fois qu'il les rencontre et qu'il est suspecté. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il a un aspect vraiment bébête. Mais dans la deuxième partie, quand il commence à avoir des pistes et comprendre que justement c'est peut-être pas Baek qui a tué, mais qu'il a pu observer en fait le crime. Moi je le vois vraiment d'une manière beaucoup plus intelligente, jusqu'au moment où il commence à... Justement il s'est fait brillamment parce que ça permet de désamorcer le truc et de pas donner l'identité du suspect sur le moment, parce qu'en fait personne ne la sait, que ce soit historiquement ou dans le scénario. Donc là il redevient un peu bébête et foufou. Mais je trouve que lui aussi il a vraiment une évolution de personnage qui est particulière. Au début on le trouve vraiment presque débile, et en fait je trouve qu'il l'est pas tant que ça. Je
suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, il est vraiment présenté un peu comme une sorte d'enfant, tu vois, il a une voix un peu aiguë, Mm. dans sa façon de penser, il part toujours un peu en couille de partout. Mais, enfin, après, moi, je le trouve très attachant, ce personnage, il fait limite partie de la bande, en fait, à la fin, quand ils vont le chercher, etc. Je trouve ça... Enfin, Oui, je trouve bon, qu'ils ont une... Bon, c'est pas la meilleure relation de tous les temps, mais il lui achète c'est une ça, paire ouais. de Nice, De pardon. nice, de nice. Et ça, j'ai trouvé ça mignon, quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si Thibaut ou Charles avaient quelque chose à dire vis-à-vis de ce personnage, qui est le premier suspect. Parce qu'on va revenir après plus en détail sur le reste, mais le film, grosso modo, Découpé en 3 parties. ouais, voilà, vous me couperez si je me trompe, mais il est coupé en 3 parties, donc 3 suspects. Voilà. Vas-y Charles, si tu veux en parler. Non, pour le coup, j'ai un avis quasiment similaire au vôtre. C'est juste que il est marqué par ce qui lui est arrivé plus jeune et du coup c'est un peu traumatisant et comme si ça avait pu nous arriver à nous, on aurait été traumatisé par un événement comme ça. Donc non, il est pas bêta, il est juste enfant quoi. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, parce que je savais pas trop où il voulait en venir justement avec cet enfant. Enfin, d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment un enfant, puisque, bon, effectivement, il a une voix aiguë, sa façon d'agir est un peu enfantine, mais de par sa corpulence et sa taille, on a l'impression que c'est quand même un homme, bon, peut-être pas jeune homme, mais et pas non plus un homme âgé, mais je sais pas, entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, je saurais pas donner son âge précis non plus, mais je pense que ça doit être ça. Parce qu'il faut savoir que maintenant, l'acteur qui l'incarnait, parce qu'on n'a pas donné son nom, on va le faire maintenant, c'est Noshik Park, est âgé de 49 ans, donc je pense que à l'époque, ouais, il devait être entre 20 et 30 ans, 49 ans en 2003, ouais, il était pas loin. ouais, voilà. Donc Mais, pas si jeune que ça. Après, le personnage peut-être se veut beaucoup plus jeune que l'acteur, Oui, possiblement. mais je suis plutôt d'accord avec toi, je pense qu'il est entre l'adolescence et l'âge adulte. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, effectivement, je savais pas trop où il voulait en venir, puisque en plus, la première fois qu'on le voit, il se fait passer à tabac par le second donc, de Park Doo-man. Cette scène, elle est incroyable. mais Mais vraiment, c'est incroyable. Masterclass. il lui dit, oui, tu vas voir, c'est un homme patient, même si des fois il s'énerve un petit peu, mais tout va bien se passer, Des incroyable. fois, ça lui arrive de peut-être. Voilà. Et là, il Ouais, arrive. c'est ça, et- ouais. Il Il lui arrive. dit, c'est ça, ouais. Drop Il lui dit, il a kick, pas eu une vie bam. difficile, il aime pas trop quand ça se bagarre, puis directement. Ah ouais, non, mais il le tabasse. Il va mettre sa petite pantoufle là, sur sa botte. Enfin, j'étais devant mon écran, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un film sur une enquête policière ou c'est juste on va suivre un mec en fait qui tyrannise des gamins? je savais pas trop vers quoi on se dirigeait. Puis bon, effectivement, le film a avancé et à partir de là, bon, j'ai compris où il voulait me Non, mais mener. la pantoufle, quand même, à la fin, il te la montre en te disant regarde la pantoufle du mec, maintenant il pourra plus défoncer des gars parce qu'il lui manque la jambe. J'étais en mode. Ça nous rend nostalgique d'un truc qui est quand même horrible en fait. Genre, Ça, vraiment. faudra qu'on reparle de cette scène aussi, mais je crois que j'ai un avis un peu Ouais. différent par rapport à ça de vous. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, on reviendra après dessus parce qu'on va pas partir dans tous les sens tout de suite, mais c'est. Non, bien sûr. Ouais. Ouais. Et Enfin- d'ailleurs, je pense que c'est le deuxième drop kick iconique du film. Je pense on les évoquera pas tous, mais c'est vrai que quand il saute de l'escalier sur la tête, le visage, on sait pas trop du du suspect, c'est incroyable. Hein, c'est encore un grand Ouais. sauté à pieds joints sur les suspects qui est. Ah, Surtout Vas-y, ce pardon. qui rend comique la situation, c'est que la caméra elle est fixe, on le voit sauter des escaliers et puis t'as le suspect qui sort du cadre et le mec avec ses deux pieds joints qui sort avec lui et du coup le personnage principal, le détective, il reste tout seul devant sa table à limite Mhm. parler à plus personne. Et puis c'est Du coup, pareil c'est aussi un- la scène où ils vont capturer le deuxième suspect, pareil, enfin on voit Park Doo-man qui le tient, il lui dit bon ok, enfin il le lâche, il s'en va, et puis on voit arriver une fusée sur le suspect, lui décollant les poumons à coup de deux grosses bottes là, Ouais. et pareil ce Les travail... dropkicks sont très efficaces. Ouais, voilà. Et ce travail de l'image en fait de Bong Joon-ho sur ces moments en fait un peu décollés de la réalité, on va dire, puisque c'est vraiment les touches d'humour qui vont venir nous taper dans l'œil. Oui, mais à la fois, c'est assez ancré dans le réel. Je pense que c'est aussi pour. Enfin, il accentue cette violence pour la rendre absurde et pour désamorcer aussi la situation qui est quand même brutale, je pense. Voilà. Mais c'est vraiment le travail de la caméra reste fixe alors qu'il se passe enfin. Il y a un boulet de canon quoi qui arrive sur le mec quand même, littéralement. Mais non, j'aime beaucoup cette Puis façon c'est dans qu'il le a second de... plan en plus, c'est même pas au premier plan, parce que le premier plan c'est l'inspecteur
Park Doo-man, et en fait ça se passe vraiment derrière lui. Oui, oui. Le mec se fait éclater, mais c'est au second plan. Ouais. C'est vrai, complètement. D'ailleurs, on va peut-être revenir sur le travail de cadrage avant d'aborder tout le reste, parce que c'est vrai que les deux scènes qu'on a abordées là principalement, celle d'introduction entre les deux inspecteurs consiste en un plan d'ensemble, et celle-ci également quand ils sont dans la salle d'interrogatoire, si mes souvenirs remontent. Oui. Et c'est un des mimiques de réalisation de Bong Joon-ho. Je sais pas si Thibaut, Jean ou Charles voulaient en parler vite fait. Bah, personnellement, moi, ces plans d'ensemble, ils m'ont vraiment beaucoup plu. Puisque c'est ça qui va permettre en fait à Bong Joon-ho de vraiment poser son ambiance, de poser ses personnages et de les laisser interagir de manière à leur laisser vraiment de l'espace. C'est-à-dire que, bon, on va prendre l'exemple d'une scène dans laquelle il y a donc toute l'équipe, les deux détectives avec leur haut commissaire. Non, c'est. Mince. Premier commissaire. Non, Non, c'est justement. le second. C'est le second ouais. commissaire, voilà, le second commissaire qui se retrouve dans un restaurant. Donc cette scène va falloir la décortiquer un peu parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais justement en fait ce plan d'ensemble permet de prendre conscience qu'il se passe plein de choses dans ce restaurant et qu'il faut avoir l'œil absolument partout. Et c'est ça qui est bien avec Bong Joon-ho, c'est que en fait il va pas cut les scènes, il va leur laisser le temps de vivre, il va les prendre dans leur ensemble sans avoir à changer de point de vue, et c'est à nous d'aller chercher en fait les informations dans l'image. C'est exact. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter Charles aussi. Non, moi c'est plus le rapport à une pièce de théâtre qui fait interagir des protagonistes. Donc ouais, c'est les scènes qui ont le plus qui marquent le plus l'œuvre parce que ça fait cette pièce de théâtre où t'as des interactions, t'as des d'effets de vie, et du coup ça donne un autre aspect au film qui lui fait son charme, quoi. Donc moi j'ai bien aimé ces plans fixes. Typiquement le plan du tracteur au tout début où on les voit tous se péter la gueule, mais ça permet d'introduire un peu le ton du film qui est sympa. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de ça d'ailleurs non plus, mais effectivement le film est aussi inspiré d'une pièce de théâtre qui était elle-même inspirée donc de l'histoire du tueur en série. Donc une pièce C'est de- ça. Parce que moi j'avais du mal quand on en discutait déjà entre nous du fait d'assimiler les plans d'ensemble, parce que je trouvais que ça dissociait l'aspect cinéma de l'œuvre en abordant ça comme si c'était pratiquement du théâtre. Et en fait, vous avez raison, c'est vrai que même eux en parlent directement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais cette idée-là, hein. J'avais cette fausse idée que c'était réducteur, et au final on trouve ça tous plus positif qu'autre chose, parce que ça laisse en fait la liberté aux acteurs de jouer et d'exprimer vraiment leur jeu. Et c'est ce que veut Bong Joon-ho, au final c'est ce qu'on a compris aussi au travers de ses propos. Mais Donc c'est- c'est intéressant ce que tu dis sur le théâtre, parce que carrément Bong Joon-ho il a recruté en fait des acteurs de la pièce de théâtre C'est ça. pour la pièce. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ouais. Et notamment des gens qui jouent pas forcément les rôles qu'ils faisaient avant, ou C'est un ça. petit peu mais pas trop. Enfin c'est un peu voilà, mais du coup c'est marrant de voir en tout cas des acteurs de théâtre au cinéma. Même si on le sait très bien que les acteurs en Corée ils savent tout faire, mais c'est intéressant quoi. Ouais, C'est vrai. ouais. Et d'ailleurs, il le dit lui-même qu'il voulait dans son film en fait avoir un tiers d'une vision de cette pièce de théâtre, un tiers d'effets réels, et puis un tiers de sa propre vision de l'histoire en fait. Et c'est ça qui permet ce savant mélange pour au final créer cette œuvre qui est Memories of Murder, quoi. C'est exact. Mais c'est vrai que moi ça m'a éclairé sur ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on rapproche ces plans d'ensemble là vis-à-vis du théâtre, et c'est chouette finalement. Je voyais ça d'un point de vue péjoratif, bêtement, je pense. Mais c'est plutôt au contraire intéressant. On est plusieurs à avoir discuté d'ailleurs cette semaine en parlant de Memories of Murder et de ces fameux plans d'ensemble qui permettent un très très grand cadrage sur l'entièreté souvent des corps des acteurs, des éléments de décor et tout ça, et qui laissent une interprétation du coup et la possibilité aux acteurs de faire et d'exprimer leur jeu d'une meilleure manière, moi je trouve. Mm. Et on a tous récemment discuté de ce propos-là grâce à la vidéo du Fossoyeur de film qu'on salue, qui n'a probablement pas besoin de notre publicité vu la cote de popularité du monsieur, mais qui a fait une vidéo hyper intéressante où il parle justement de ça autour de la momie. Je sais pas si Thibaut tu veux avoir quelques mots sur ça. Bah écoute, t'as quasiment tout dit, mais effectivement c'est une vidéo qui est à voir, puisqu'il explique très simplement que le fait de surcut en fait une scène va lui enlever son âme, tout simplement, et qu'on n'est pas obligé d'avoir 36 plans de caméra en fait pour filmer une scène. On peut
se baser sur un plan de caméra avec juste quelques mouvements de caméra qui vont pas venir couper le récit, et rendre ça ultra fluide et ultra propre à regarder, en fait, tout simplement. Il prend l'exemple, effectivement, dans La Momie, d'un plan où le héros doit se débarrasser, en fait, d'un scarabée, il me semble, qui est C'est ça, c'est enfoncé, exact, enfoncé sous sa peau, et il le fait en un seul plan, dans lequel il va faire un petit... mince, comment on appelle ça, un petit mouvement de caméra de bas en haut et de haut en bas, quoi, tout simplement. Voilà, on vous invite vraiment à regarder cette vidéo. La vidéo, c'est du Fossoyeur de film, et c'est la vidéo sur Gods of Egypt. Voilà, Tout à fait. le dernier vrai nanar, elle s'appelle, il me semble. C'est exact, ouais. Ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu dis sur les cuts, parce que du coup, dans la scène de l'interrogatoire du coup de l'enfant handicapé, il y a donc toute cette scène où, avec le dropkick qui est un plan d'ensemble, mais en fait, dans cet interrogatoire, il y a souvent des plans d'ensemble, même que ça soit avec l'enfant handicapé ou avec les autres suspects. Et quand il y a justement un champ contre champ, des jeux sur le cut, en fait, quand les acteurs communiquent, donc parlent entre eux et avec nous, ça rend toutes les choses beaucoup plus percutantes, en fait. Les cuts deviennent bien. Et ils vont rythmer la conversation, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais, après ça. je pense que la conclusion n'est pas de dire que les films qui ont beaucoup de cuts, ou plus Ne ou sont moins, pas bien ou pas, ne sont pas bien ou pas, mais c'est vrai que là, ça nous ancre plus dans l'histoire, on a plus d'empathie, je pense, pour les personnages dans les scènes, vu que c'est pas cuté. Après, on va pas faire de théorie du cinéma, Non, mais on sent juste Mais, que chaque plan est travaillé, quoi. mais c'est vrai que Ça ça donne l'impression d'être encore plus ancré dans la réalité, d'avoir du cinéma qui est fait de cette manière-là, avec beaucoup de plans ensemble et le moins de cuts possible. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Absolument. Je propose qu'on revienne du coup un peu sur la scène du restaurant, On peut. qu'on puisse l'aborder. Donc cette scène qui se déroule à peu près au milieu de l'histoire, il me semble, C'est ça. puisqu'ils commencent un peu à tourner en rond. Ils ont remarqué qu'effectivement le premier suspect, donc Baek Won-ho, ce n'était pas lui, que en fait effectivement c'était Park Do-man et Cho Yong-ko qui avaient monté tout ça pour essayer de le faire accuser, pardon, parce qu'ils trouvaient tout simplement pas le vrai coupable. Et ils se retrouvent autour de cette table dans un restaurant, tous un peu avec la gueule de bois, en ayant bien fini les bouteilles. On en voit 4 à ce niveau-là dans le plan. Donc Park Do-man et Seo, qui sont encore une fois à ce moment-là très électrisés dans leur tension, on va dire. Il y a de l'animosité. Voilà, quoi, ouais, quand il y a de ils la- parlent, exactement. C'est se ça. ressent, Et l'alcool se n'aide voit, pas. Ouais, voilà, et exactement. ça aide pas. Bah, la première réplique d'ailleurs de Do-man, c'est bon, le rat des villes, comment ça se passe chez toi, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc bon, on sent qu'ils sont pas encore très amis. Et puis juste derrière, un peu plus loin dans le plan, on voit le deuxième commissaire de police qui est littéralement dans le coma, avec 2 jeunes femmes à ses côtés, qui ne font pas grand chose à ce moment-là. C'est juste de l'exposition, il me semble. Oui, c'est 2 hôtesses. Il y a le supérieur, le sergent, qui est affalé sur la table. Il y a les 2 hôtesses derrière chacun d'entre eux. Et c'est vrai que on est plus attiré par les 2 inspecteurs qui s'envoient des joutes verbales. D'ailleurs, cette scène, c'est qu'un plan d'ensemble, mais quand en fait, quand leur discussion, elle devient un petit peu plus énergique, un peu plus énervée, en fait, il y a un léger zoom qui a été déjà enclenché C'est ça. avant, et en fait, ils ne sont plus 4 ou 5 dans le plan, mais ils sont plus que 2 parce qu'on ne voit plus du tout en fait les hôtesses, Ou 3. ou 3, voilà, parce qu'il y a le pied qui sort, etc. Enfin, Oui, non, il y a aussi le sergent Ouais, le qui sergent dort qui à moitié. comate. le sergent, voilà, mais qui ne se réveille en fait que pour C'est ça. couper du coup ce rythme, et ça redézoome encore. Enfin, c'est... Mais avant de venir sur cette 3ème action, tu as raison, il y a un zoom progressif sur ce plan d'ensemble et on voit dans le fond, et ça inclut un peu d'absurde dans cette situation très dramatique où les 2 sont en train de vraiment s'engueuler. On voit que derrière il y a un moment, comme tu le dis, et on n'est pas tous à l'avoir remarqué d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, enfin, ou au premier visionnage en tout cas. On voit une jambe derrière, et il y a une action qui est beaucoup plus frivole qui se passe au même moment, simultané que la deuxième, donc ça, c'est le plan d'ensemble qui permet ça. Et c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, quand ce zoom progressif se fait, ça crée une 3ème action. Si quelqu'un veut l'aborder.
Oui, bah effectivement, comme tu le dis, moi la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas du tout capté qu'il se passait quelque chose derrière. J'étais concentré en fait sur l'animosité entre les deux détectives. Et c'est seulement au moment où donc le sergent va se réveiller pour vomir ses tripes et leur dire arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites, on n'est pas là pour faire ça, gna gna gna, que du coup ça relance la scène dans le restaurant avec un dézoom comme l'a dit Jean juste avant. Mais avec le deuxième visionnage, donc j'ai pu prendre conscience de cette deuxième histoire en fait qui se passait derrière. Et au final, l'intervention du sergent en vomissant dans son baquet fait que les deux histoires en fait s'arrêtent net et on attaque en fait une troisième histoire où tous les protagonistes sont réunis pour parler de l'affaire et de ce qu'ils vont faire à présent, puisque bon, ils sont un peu bloqués quoi. D'ailleurs, elle est très importante cette scène dans l'histoire parce que en fait c'est là, c'est un peu le climax de la relation entre CO et le détective Park Doo-man. C'est vrai. Puisque en fait ils se chamaillent parce que l'enquête n'avance pas en fait ils ne se concentrent que sur eux et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'autre et leur Oui, relation oui. tous ensemble, même si ça avance un petit peu. Oui, voilà, je suis pas sûr que ce soit uniquement le seul frein de l'affaire. Non, mais c'est pas le seul frein, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est très clair et là, c'est vraiment montré à fond. Là où quand le second capitaine, non, c'est le sergent, pardon, Tout à fait. vient couper tout ça et il dit arrêtez de penser à vous, on repense à enfin, c'est le seul à penser à l'affaire en fait et ne pas être bloqué dans ses problèmes perso. C'est vrai. Et là, ça résout en fait tous les problèmes d'un coup, enfin les problèmes en tout cas qu'ils avaient entre eux. Et je pense qu'on va un peu revenir sur le choix d'analyser cette scène pour expliquer l'intérêt des plans d'ensemble et le pourquoi chez Bong Joon-ho, je sais pas. Oui, Si Charles ou l'un d'entre vous bah si tu veux veut l'introduire l'exprimer. sinon. Ah, je peux me permettre de le faire aussi. Ah bah vas-y, fais-nous. Mais c'est vrai que c'est un des mimiques de réalisation de Bong Joon-ho. On en parlait entre nous en se demandant si c'était aussi percutant et aussi visible dans ces autres films. J'ai pas grand souvenir, je les ai pas vus aussi autant que Memories of Murder, que j'ai dû voir 7-8 fois, je pense. Donc faudrait que... Ça fait beaucoup Faudrait là, que je- non? Donc faudrait que je revisionne d'autres de ces films pour m'en assurer et voir si c'est quelque chose qu'il a continué de faire. Mais c'est vrai qu'on voit toute la force des plans d'ensemble, à la fois ce que disait Charles tout à l'heure, qui donne un aspect assez théâtral et qui laisse la possibilité et peut-être une envergure de jeu plus importante aux acteurs. Et on comprend tout l'intérêt de ce choix de ne pas faire des surcuts. Parce que raconte la scène grâce au plan d'ensemble, au final, dans ce restaurant. On a pris cette scène-là parce que ça semblait être pour nous la plus évidente à analyser et la plus intéressante aussi, vu ce que ça apporte en termes de profondeur, que ce soit dans le fond et dans la forme, en fait. Et puis c'est à partir de là, moi personnellement, que la première fois que j'ai visionné le film, il y a eu le déclic de ah ok, ça y est, on passe vraiment dans la phase enquête où les gens vont se mettre à être sérieux et à commencer en fait à rechercher vraiment le coupable avec des vraies preuves et arrêter de faire un peu les animaux entre très grosses guillemets, à créer des fausses preuves et à essayer de créer des faux coupables quoi. C'est vrai. Et je vais revenir sur le time code. On a dit que c'était au milieu du film, mais c'est en fait au tiers vraiment pile poil, c'est à 40 Ah c'est ok. minutes. Ah oui, c'est C'est- vrai que le c'est au film dure tiers du 2h10 film. donc ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'est quasiment enfin, c'est pas quasiment, c'est la fin du premier acte, quasiment, quand ils sont acharnés sur l'enfant adolescent C'est ça ouais. qui est handicapé. Donc c'est la rupture entre le premier et le deuxième acte. Donc c'est intéressant. J'avais pas fait attention précisément au timing et fait attention que c'était vraiment la fin du tiers du film et de cette partie-là. Mais ça rajoute un peu d'ampleur au propos. Et c'est là que du coup, je crois que c'est dans le documentaire où qu'ils en parlent de leur personnalité, leur trait de personnalité aux deux détectives, CO et Park Doo-man. Oui. Où c'est à partir de ce moment-là où l'un s'adoucit, l'autre s'endurcit. Ah, moi j'aurais dit ça un ils peu plus apprennent tard, l'un de tu l'autre. vois. Ah, moi, je l'ai vraiment ressenti à partir de là, mais après. Bah, ils se disputent là, je pense, mais c'est le début de la compréhension des deux personnalités de chacun, je trouve. Je suis un peu de l'avis de Jean, et c'est vrai qu'après c'est évolutif et qu'on le voit vraiment s'accentuer après la deuxième partie du film, je pense. Ouais, moi je l'ai ressenti vraiment au moment où on les voit tous les deux attablés à leur bureau et que y a CO qui dit à Park on n'a pas besoin de preuves, de toute façon on a juste à lui faire avoir des aveux.
Et c'est là que Park lui répond, t'as beaucoup changé depuis. Ouais, voilà. Du coup, Et qu'on C'est ça. et qu'on a cette vision des inversions des rôles, en fait, que le flic campagnard était peut-être devenu plus calme et plus sage, à chercher des preuves réelles, et que le flic des villes commence un peu à perdre patience face à cette enquête qui sort un peu de l'ordinaire pour lui, puisqu'il le dit lui-même, hein, qu'il a jamais vu de cas comme ça à Séoul. Et que bon bah il commence à en avoir marre, puisque effectivement aussi on a ce problème de temporalité, je trouve, un peu dans le film. On sait pas trop les événements sur enfin dans quelle période ça se déroule. C'est-à-dire que ça peut très bien se dérouler à la suite, les événements, comme ça pourrait se dérouler en fait sur plusieurs mois, j'ai l'impression. Des fois il y a des coupures et on a passé plus d'une semaine. Je sais pas si vous Ouais. avez eu Ouais. cet effet, vous, un peu. Si, bah, surtout quand il dit on va attendre qu'il y ait la pluie pour le chercher. Mm. Et en fait, plan d'après, ils sont sous la pluie, quoi. Ouais, Et là, tu sais vraiment pas du tout Non, ils ont dit bah on attend qu'il pleuve, et puis le ciel il a dit ah bah ok, bah c'est parti, on va lancer la pluie quoi. Mais ouais, j'ai eu ce petit souci de temporalité, et au final je sais pas du tout d'ailleurs sur combien d'années ou combien de mois ou combien de semaines même se déroule le film, quoi. Bah, techniquement, il se déroule sur 23 ans parce qu'on a une grosse ellipse temporelle à la fin qui te ramène en 2003, donc tu sais que jusqu'à la fin du film, ça fait de 80 et quelques à 2003. 86. 86, ouais. Pardon, du coup, ça fait pas 23 ans, mais ça fait... Beaucoup d'années déjà. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Du coup, On n'est pas tu sais très bon en que... maths ici. On s'excuse. Mais tu sais que t'as une ellipse à la fin, du coup t'as toute une timeline qui se déroule du début à la fin du film et qui fait une quinzaine d'années, mais c'est vrai que tout le long du récit jusqu'à cette ellipse, en fait, on n'a aucun élément temporel et on sait pas où se placer. À un moment, il fait jour, puis après, il fait nuit. À un moment, il fait ultra beau quand on est dans des champs, et puis le lendemain, il se met à pleuvoir et du coup, on sait pas trop. Ouais, voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je l'avais pas souligné comme vous, c'est pas quelque chose qui m'avait gêné. C'est vrai qu'on a l'habitude dans les séries actuelles, dans les films, d'avoir des ellipses marquées qui l'expliquent, on nous donne la datation, les choses comme ça. Et je trouve que dans Memory, c'est pas gênant, c'est vrai de pas savoir quand est-ce qu'il y a des ellipses, quand est-ce qu'elles apparaissent, et c'est... Ah, après J'ai pas trouvé ça gênant. Ouais, voilà. Mais ça m'a surpris, quoi. Je suis d'accord avec Jean, voilà, j'ai pas trouvé ça gênant non plus. C'est juste que en fait j'aurais aimé me dire ok, il y a eu ce premier meurtre à tel moment. Enfin, pas forcément des indications directement sur l'écran en mode mardi 7 janvier, gna gna gna. Enfin, voilà quoi, c'est pas ça que je demande. Mais juste de me dire, ok, il y a eu un premier meurtre dans ces eaux-là, et un deuxième peut-être 2 semaines, 3 semaines plus tard, histoire que tu vois, je me mette un peu dans l'univers. Là, sans rien, c'est vrai que j'étais un peu dans le flou et je me disais, ok, bon bah. Je vais essayer de me créer moi-même mon truc derrière la caméra et de me dire, ça s'est passé peut-être 1 ou 2 mois après. Et effectivement, il y a leur relation qui a pu se construire sur autant de temps. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un aspect que j'avais pas remarqué, enfin, j'avais remarqué sans que ça me gêne, c'est vrai, moi aussi. Mais c'est quelque chose qu'on prend pourtant l'habitude dans le cinéma occidental, et surtout américain, de montrer, de mettre en évidence ces sauts temporels, je trouve. Ouais, après, je dis pas que c'est une mauvaise chose hein, de nous laisser dans le Ouais, flou. Au contraire, justement, ça nous permet à nous de prendre part au récit et de se dire, ok, je reconstruis les événements et j'essaye de moi-même aider dans l'enquête, tu vois. Mais et puis, bon, le fait qu'effectivement les films d'aujourd'hui nous mettent sous les yeux vraiment les dates et tout ça, ça. Bon, je vais pas dire que je suis contre, mais je suis pas favorable non plus à cette pratique, puisque c'est vraiment prendre le spectateur pour ce que je pense qu'il n'est pas, c'est-à-dire un peu un enfant bêta qui arrive pas à suivre un film plus de 30 minutes, quoi. Mais voilà. Je pense... Après, ce que je trouve un peu bizarre dans ces cuts, en fait, dans la temporalité du film, c'est que comme on sait pas combien il y a eu de temps entre le jour où il pleut pas et où ils se disent qu'ils doivent attendre le jour où il pleut, parce que du coup tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps quoi. Genre, ça avance pas, ils ont bossé, Ils ont frappé en fait, des gosses dans on leur s'implique cave. beaucoup avec les personnages et on sait pas ce qu'ils font en fait. Bah, ils ont mené l'enquête et c'est vrai que c'est quelque chose qui est amusant parce que dans le documentaire, on se pose exactement la même question quand ils nous disent bah pour l'une des dernières scènes du film où ils avaient besoin de pluie, oui, pour la dernière victime, c'est ça, la jeune fille de 14 ans, bah ils ont attendu 1 mois et demi pour tourner la toute dernière scène. Du coup, on se dit mais c'est ouf. Bah, c'est ce qu'il expliquait dans le documentaire, c'est que cette manière de réaliser les films, en fait, à l'époque, c'était vraiment
histoire de prendre le temps afin d'avoir la lumière parfaite, le cadre parfait. Enfin, vraiment, il explique que s'il doit y avoir un nuage qui doit passer devant le soleil pile à ce moment-là, et ben on va attendre que le nuage passe devant ce soleil pour avoir la lumière parfaite, et quitte à attendre 2 heures sur le lieu de tournage avec toute l'équipe mobilisée, donc 200 personnes, il disait, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Quitte à faire attendre 200 personnes sur le lieu de tournage pendant 2 heures et à les payer pour attendre, et ben on le fera, mais on veut cette lumière parfaite. Et c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les films d'aujourd'hui, parce que effectivement tous les acteurs même le disent, ça va être beaucoup plus rush, beaucoup plus rapide, cette manière de faire, quoi. Donc bon. Les studios, etc. The Mandalorian, par exemple, réalisé quasiment entièrement en studio, alors que on nous met des plans magnifiques de dehors, et en fait, tout est en studio. Voilà. Pour revenir un peu sur Memories of Murder, je propose aussi qu'on parle de cette scène où il y a le détective CO qui va marcher sous la pluie. Effectivement, comme tu as dit Marvin, cette scène qui a pris 1 mois et demi à être tournée, qui se déroule vers la fin du film. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être parler du fait qu'il y a eu 2 autres suspects avant, très rapidement. Oui, je pense qu'on va aborder les points, parce que c'est vrai que là on a vraiment parlé du premier tiers. Après, je pense pas qu'on rentrera dans les textes. C'est vrai que c'est Charles, je crois qu'il évoquait tout à l'heure le fait que c'est après ou Jean, je sais plus, après la deuxième partie qu'on voit vraiment l'inversion presque des 2 caractères des 2 policiers. Je sais plus si c'est toi Charles ou si c'est Jean qui l'a dit tout à l'heure. Non, c'était Jean qui l'a énoncé. Très bien. Et c'est vrai que pendant toute la première partie, on l'a assez établi. Il y a une montée crescendo de la distance et des reproches qui sont faits entre les 2 policiers. Et c'est intéressant de voir qu'au cours de la deuxième partie, il y a une évolution inverse où on voit presque Park Doo-man avoir plus d'empathie que Seo Tae-hoon. Et sur la toute fin, la troisième partie, c'est vraiment Kekoral. Seo Tae-hoon devient presque fou. Ah oui, littéralement, il sombre dans la folie, le pauvre. Vas-y, pardon Charles. Bah clairement pour non bah du coup on va rentrer peut-être dans la dernière partie où ils sont dans cette scène comme tu as dit qui a duré 1 mois et demi à tourner, où c'est là, moi pour ma part, j'ai senti le vrai déclin au moment où ils croisent donc le détective CO qui croise le regard de l'autre détective Park Doo-man. Du coup il croise son regard et c'est là où tu vois un peu l'animal, la bête qu'on n'avait pas au début du film. Il va rejoindre le corps de la dernière jeune fille dernière jeune fille assassinée, et c'est là où il va péter un câble, si je peux me permettre. Ouais, puisque effectivement, on l'a pas évoqué, mais cette jeune fille, il y a eu toute une relation, il y a eu toute une scène entre le détective CO et la jeune fille. Je crois pas qu'elle soit nommée dans le film. C'est possible, juste le prénom peut-être. Et c'est 2 scènes d'ailleurs, parce que quand ils essayent un moment d'attraper le tueur la nuit en utilisant l'inspectrice, c'est aussi les 2 petites filles en fait qui le voient marcher, qui vont ramener ensuite le soir. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a toute une petite histoire qui est créée, comme tu l'as dit Thibaut, autour de cette petite fille. Ouais, voilà. Enfin, cette jeune fille qui a 14 ans, il me semble. Donc c'est vraiment 14 ans, ouais, c'est ça. Une fin de collégienne. Et voilà, il y a toute une histoire qui va se créer entre donc l'équipe policière et ces 2 jeunes enfants, enfin ces 2 jeunes adolescents du coup. Et suite à ça, il y a le détective CO qui va la retrouver directement à son collège, puisqu'il y a une histoire d'un pervers qui vient vivre en fait sous les toilettes des filles à ce moment-là, et du coup il essaye d'explorer toutes les pistes possibles parce que ils ont tout épuisé en fait. Et il a cette discussion avec cette jeune fille, où on voit cette scène effectivement où il va lui poser un pansement il va insister pour lui poser un pansement sur une de ses égratignures qu'elle a pu se faire durant le stage de secourisme ou un truc du style, enfin une petite scène qu'on voit aussi dans le film. Et c'est là qu'on sent qu'en fait il y a quasiment une sorte de relation père-fille à ce moment-là, et qu'il a le désir en fait de la protéger. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Moi j'ai plus ressenti le côté grand frère, mais ouais, oui. Un peu, enfin vraiment ce côté famille en fait, protecteur, et de faire en sorte qu'il veut prendre soin en fait de ces filles qui se font enlever, violer et tuer quoi. Et malgré ça, il n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la scène dont on parle depuis environ 5 minutes, où le détective va donc découvrir le corps de cette jeune fille, et il sombrait un peu dans une rage bestiale contre cet assassin dont il ne connaît même pas l'identité quoi.
Parce que c'est vrai qu'il y a un point de rupture. Là, on est dans la troisième partie du film et comme on l'a dit, on va éluder par les vaguements de la deuxième et la troisième partie pour pas rentrer trop dans les détails. On voit pas l'intérêt de la chose, mais c'est vrai que à ce moment-là, il délaisse presque l'image qu'il avait jusqu'à présent d'inspecteur modèle parce que en théorie, un inspecteur sans gants ne touche pas un cadavre et là, il veut lui rendre presque sa dignité sur la fin alors qu'elle est déjà morte, ce qui paraît stupide finalement, mais il la rhabille en fait d'un geste, puis il part, et c'est à ce moment-là, comme le disait Charles, que là on le voit vraiment devenir un animal, une bête, et peut-être un monstre, pas autant que le tueur je pense, mais et là il en a marre, il va chercher sans preuve ni quoi que ce soit, ce qu'il aurait jamais fait jusqu'à présent, le dernier suspect, et il se passe ce qui se passe qui est quand même tragique, enfin qui a failli être très très tragique, qui n'est Il pas. essaie carrément de le tuer à la fin. C'est ça, oui. Ouais, et puis, Après, il y a aussi le passage où, même avec des preuves, les preuves innocentes, le gars qu'il allait tabasser et qu'il allait tuer, ces preuves innocentes, et malgré ça, il veut quand même le tuer parce que voilà, c'est un instinct, et il a vraiment l'instinct de prédateur pour le coup. ouais, on a C'est vrai qu'il y a vraiment... le. Vas-y, pardon. Non, Thibaut, vas-y. Non, j'allais juste dire prendrai la suite. j'allais juste dire qu'effectivement, là, on a vraiment échangé les positions. C'est-à-dire que Seo Tae-yoon part à l'instinct, comme l'a dit Charles, et lui, enfin, de sa vision, c'est sûr que c'est lui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a toute une scène pas d'interview, mince, d'interrogation, effectivement, entre l'équipe policière et le troisième suspect, qui est joué à la perfection, je trouve, par Cahill. Vraiment, je le trouve incroyable. Et D'ailleurs, il ne savait pas qu'il était, enfin, il ne savait pas s'il était le meurtrier ou innocent quand il tournait les scènes. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'il a cette façon de jouer un peu. C'est les deux en même temps, en fait. On n'arrive pas à savoir parce que même lui, il ne le sait pas, en fait. Et au final, dans cette scène d'interrogatoire, j'étais vraiment comme l'inspecteur Seo quand il part après avoir trouvé la jeune fille. Je me suis dit, mais tabassez-le, vraiment, faites quelque chose. C'est lui, c'est sûr, faites quelque chose, arrêtez. Et non, j'ai trouvé ça vraiment fou, en fait. Et comme je disais, on voit que Park Do-man a complètement déteint sur la façon de faire de Seo et devient en fait un humain, tout ce qu'il y a de plus viscéral, puisque vraiment il a cette envie vengeresse de pouvoir, comment dire ça, de manière civilisée, de pouvoir incarcérer ce coupable d'avoir tué toutes ces femmes, tout simplement. Non, mais là il veut juste l'éclater. Oui, non mais voilà. Une incarcération. Bah, il veut rendre justice, ouais. Voilà, rendre justice, exactement. Du coup, Marvin, je te laisse reprendre la parole. Bah ouais, là du coup c'est le climax du film, je pense qu'on peut dire, et c'est vrai que nous on est presque au même point que, et c'est intéressant que tu le dises comme ça, Thibaut, on est presque au même point que les inspecteurs, même si c'est grossier de le dire comme ça, parce que c'est pas vrai, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais c'est vrai qu'au bout d'1h20, 1h30 de film, on en est à ce point-là aussi. Arrêtez de chercher les preuves, tabassez-le s'il vous plaît, incarcérez-le. Alors qu'au début, on se dit, ah, c'est quand même pas terrible là quand il prend la chaussure, qui fait une fausse empreinte, qui prend la photo, on se dit, bon, c'est moyen quand même. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le côté. En fait, à la fin, on est avec les flics, on est en mode. On est avec CO, quoi. Genre, c'est bon, le gars. On s'en fout des preuves, incarcérez-le. Ça se voit ça se voit quand même. Non, mais c'est un méchant. Vas-y, Clairement, et comme Thibaut tu l'as dit, c'est parce qu'on a eu la scène de l'interrogatoire et que le mec il avait l'air un air suffisant au possible, et du coup bah, on s'est dit, il avoue pas, c'est pas lui, mais si en fait c'est lui, et du coup tu veux le tabasser. Et c'est parce qu'il a cet aspect un peu suffisant ou un peu, je sais pas, innocent. Non, et puis, Je pense qu'il se croit, peut-être qu'il se sait, on le saura jamais, enfin maintenant on le sait que ce n'est pas lui. Mais c'est vrai que ça contrecarre pas mal avec le deuxième suspect qui lui était très très timide, relativement intelligent parce qu'il voulait pas avouer quelque chose qu'il n'est pas fait, mais à force d'être tabassé, il commence à divaguer et presque avouer, Il est mais brisé à la fin. c'est ça, le deuxième suspect est brisé et il est magnifiquement interprété par Lee Dong-young, qu'on n'avait pas encore cité, donc on se permet de le faire. Mais c'est vrai que lui, il a connaissance, un peu comme nous, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans l'affaire. D'un point de vue extérieur, bien sûr, parce que c'est pas un policier, mais il a entendu parler, il a lu les journaux, il a écouté la radio, je pense, et vu la télévision. Et il sait comment fonctionnent ces inspecteurs-là.
Théoriquement, le détective de Séoul ne fonctionne pas comme ça, mais il tend à le devenir dans cet axe-là, à partir de la troisième partie. Et lui, vu que c'est un jeune homme a priori intelligent, il en a marre, quoi. Il leur répond parce qu'il est sûr de lui, et c'est vrai ça lui donne un petit air suffisant, mais ça donne un aspect à la scène vraiment particulier. Et je sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai que Park Hae-il voulait savoir si son personnage était coupable ou non, et ça donne vraiment en plus une couche vraiment sublime d'interprétation, je trouve, au personnage, ce fait-là, et c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'on peut le prendre sous un angle où on penserait presque suivant, parce que faut quand même avoir le cran, je cherchais les mots pour pas dire quelque chose de vulgaire, mais d'être dans une salle d'interrogatoire en face de 4 policiers comme ça et de leur répondre et d'être là, ouais, Bah, non. surtout qu'on en a pas parlé, mais il y a toutes Non, les mais- preuves qui tendent à dire que c'est lui quand même, puisque bon, il y a une Ouais, c'est musique ça. qui vient passer à chaque meurtre, qui vient passer à la radio, parce que c'est un auditeur qui leur a envoyé une lettre, et il se retrouve qu'effectivement c'est bien lui, et lui il est là, bah non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et effectivement, comme tu l'as dit, face à ces 4 inspecteurs qui, on le sait en plus, sont des gens plutôt violents quand il s'agit d'avoir des aveux, bah, il a un sang-froid incroyable, et on se dit, non mais c'est sûr, c'est lui, arrêtez les gars, faites quelque chose. Mais il a limite un petit côté psychopathe en fait Oui. quand on le voit la première fois, quand il est là en train de lire son livre. Tu sais, il se tient tout rigide à lire son livre, il perd pas attention, ils sont obligés de l'appeler je sais pas combien de fois et tout. Mm. Là, pour moi, il a vraiment l'air un petit peu psychopathe, et c'est pour ça en fait que t'as un petit peu envie de dire c'est lui. Ouais, non, mais le Même si c'est film pas lui. fait tout pour faire en sorte que toi, à ta place de spectateur, tu te dises c'est lui, il faut qu'il l'arrête, tu vois. Mais d'ailleurs, il est super le reportage, on vous recommande vraiment d'aller le voir. Parce qu'il y a une super anecdote du coup de euh, j'ai oublié son Park Hae-il. Park Hae-il, enfin Tout à le fait. troisième Ça, suspect, ouais. le dire. Non, c'est ça, ouais. Où Bong Joon-ho dit que du coup l'acteur l'a appelé à 2h du matin en pleine nuit complètement bourré pour lui dire est-ce que je suis gentil ou je suis méchant en fait. Oui. Il voulait savoir parce que même lui n'y arrivait pas, et ça le rongeait en fait, ça rongeait l'acteur parce qu'il savait pas comment jouer, comment Bah, il- traiter son personnage. Il le dit lui-même, même encore aujourd'hui, c'est un des rôles, c'est le rôle le plus compliqué qu'il a eu à faire. Ouais. Exact, ouais. Je propose aussi qu'on parle un peu de la lumière dans le film, et particulièrement de cette scène, encore une fois, d'interrogatoire entre le troisième suspect, donc Park Hae-il, et les inspecteurs. On a un plan d'ensemble, une image vraiment qui m'a claqué la rétine, où on voit les 4 inspecteurs face au troisième suspect avec la lumière qui vient en fait caresser le visage donc de Park Do-man et Seo, et en arrière-plan on a le sergent Cho Yong-ko et le deuxième commissaire de police. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, après on a eu la confirmation par Bong Joon-ho, qu'en fait les protagonistes les plus importants sont toujours ceux qui sont le plus proches de la lumière. Et les personnages secondaires vont être un peu éclipsés par justement ces personnages principaux. Je sais plus si c'est dans l'interview qu'il le dit, ou si c'était encore ailleurs qu'on avait pu le voir dans... Le côté lumière, il l'aborde. Après, dans d'autres documents, on avait pu voir que ce qui donnait l'aspect cinéma vraiment ces plans d'ensemble, c'était exactement ce que tu viens de dire, ce travail de la lumière et aussi des focus, de faire des endroits flous ou non, ou pas, ou moins flous sur des personnages, sur des images, des mobiliers aussi. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est ce qui permet de distinguer au final la mise en scène de théâtre d'un plan d'ensemble comme lui le ferait avec sa caméra. On pourrait presque supposer que c'est une pièce de théâtre, mais ce qui fait que c'en est pas une, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est le fait de diriger la lumière et de faire qu'elle soit à un endroit d'une certaine manière pour mettre en évidence certains éléments. Et là, en l'occurrence, dans cette scène qui est vraiment super belle, il me semble qu'ils sont tous de côté. de on les profil, voit. oui, complètement. C'est ça. Et ça met en avant vraiment le personnage du détective Seo, le détective de Séoul, qui commence à vraiment vriller, qui en peut plus, qui prend presque le rôle de Park-do, qui commence à asséner le suspect de question. C'est vraiment fort, et c'est un des points marquants de sa mise en scène. C'est des analyses qu'on a pu lire, et c'est vrai que comme tu le dis, dans le documentaire, on a vu en fait ces mots sortir de la bouche de Bong Joon-ho, qui confirme que cette mise en scène là en fait est faite pour une raison, et qu'il l'a fait comme ça vraiment pour ça. Ouais.
Et Et d'ailleurs, c'est dans cette scène où Seo et Park Do-man sont vraiment. Il l'a dit le documentaire, pardon, Bong Joon-ho, que là, à ce moment-là, c'est vraiment les deux ensemble, avec les bons côtés de l'un, les bons côtés de l'autre, voilà quoi. ouais. Et c'est à partir de là, moi, j'ai senti vraiment une complicité entre les deux et cette tension avait disparu. Elle s'était diluée effectivement dans cette amitié qui s'était formée au travers de cette enquête. C'est vrai. Et puis on le voit qu'à un moment quand ils sont dans la clinique mortuaire, où il y a, c'est vrai, un rapprochement entre les deux inspecteurs quand il lui dit, il est épuisé moralement, il lui dit, t'en vois beaucoup des cas comme ça, c'est ou quelque chose comme ça, et que c'est vrai qu'il y a un rapprochement, que même lui il commence à revenir sur sa façon de faire, et le fameux carnet qu'il avait fait au tout début du film quand il met les photos et qu'il est en train de manger devant, il le déchire en fait, il dit méthode en fait elle a jamais servi à rien. Du coup il déchire toutes les photos, il jette ça. Et c'est vrai qu'il y a une complicité qui se resserre et qui se reforme entre les deux. Et après ils partent même ensemble chercher la carte postale finalement qu'ils arrivent à obtenir de la radio. Qui mènera du coup au troisième tueur dont on parle. Là. Oui, c'est d'ailleurs, je crois, vers ce moment-là, ah non, c'est peut-être encore après, que justement l'adjoint de Park Do-man, donc le sergent qui met des dropkicks dans tous les sens là, va commencer à être un peu délaissé et mis de côté, il me semble. Je sais plus exactement à quel moment arrive la scène du restaurant. Enfin, pas du restaurant. C'est quasiment à la toute fin, si mes souvenirs sont bons, c'est vers 1h40 ou 1h50. Hein. C'est ça, c'est quand ils se rendent compte, tu sais, quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'ils soient sur le bureau et que là c'est vraiment le changement final où le détective Seo, c'est Charles qui le disait tout à l'heure, prononce cette phrase en disant on s'en fiche, hein. On le tabasse, comme ça on obtient les aveux et c'est fini. Et c'est à ce moment-là qu'au final ils se rendent compte en réécoutant la cassette, vu qu'il venait d'en parler, parce qu'il lui redemande une nouvelle fois CO à Park si les propos qu'a eu Baek dans la forêt, le jeune handicapé, n'ont pas été préparés à l'avance, parce que c'est vrai que c'est fulgurant. La première fois que je l'ai vu, moi aussi je me suis dit mais ouais, c'est lui. on sait dès le début que c'est Baek, hein. Ouais. Au final non. Ouais, puisqu'il décrit toutes les étapes par lesquelles sont passés le tueur pour arriver à ses fins, quoi. Et puis il se trompe pas une seule fois, alors qu'on voit effectivement les autres suspects se tromper, quoi. Moi, cette scène, je l'ai pas vécue comme Baek étant le tueur, mais plus c'est vraiment un témoin. Il a vu quelqu'un en fait, ou alors il est schizophrène et il a une autre personnalité. Mais en tout cas, moi, c'était pas lui qui l'avait fait, c'était lui le témoin, quoi. Parce qu'il y a des tout petits indices, tu vois. Il parle à la troisième personne, ouais. Il parle à la troisième. Il décrit des actions, mais un peu de loin, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'était décevant. D'accord, parce que c'est très subtil. Je sais pas, Charles et Thibaut, ce que vous en avez pensé. J'aimerais avoir votre avis sur ça, mais. Moi, la première fois que je l'ai vu, pour moi, c'était lui le tueur. Moi, je rejoins un peu Jean. Alors, en fait, je suis entre les deux. Au début, je me suis dit, c'est bizarre qu'il parle à la troisième personne. Et puis, vu comment ça avançait, je me disais, mais ça se trouve, en fait, il parle à la troisième personne juste parce qu'il est un peu attardé, tu vois. Donc, c'est sa manière, en fait, à lui, de parler de lui-même. Peut-être qu'il arrive. Il présentait aucun signe de problème. C'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, puis bon, avec l'histoire qui avançait forcément, je me suis rendu compte que c'était pas lui. Mais c'est vrai qu'au début, je sais pas, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, en fait, ils l'ont vraiment coincé, mais c'est bizarre quand même. Enfin, voilà. Après, Charles, je sais pas, lui, comment il l'a ressenti. Moi, j'ai vu ça plutôt du genre... après, j'avais pas trop compris le délire. En fait, pour moi, au début, il l'avait arrêté. Il lui avait donné toutes les informations. Je parle du premier suspect. Il lui avait donné toutes les informations qu'ils avaient au sujet des crimes. Et au moment du passage à tabac, en fait, pour l'enregistrement et pour créer de fausses preuves, en fait, il devait restituer tout ce que les inspecteurs lui avaient dit sur les scènes de crime. C'est comme ça que j'avais vu au début. Plus l'histoire avançait, plus en fait moi je me suis rendu compte que je m'étais trompé et que finalement lui il avait été témoin de la scène, parce qu'il y a un moment dans cette retranscription des faits, il se trompe et il doit le reprendre. Il lui dit ouais, tu l'as étranglé avec quoi? Tu l'as étranglé avec le soutien-gorge? Non, c'était pas avec le soutien-gorge, c'était avec la lanière. Non, c'était pas la lanière, c'était la lanière du sac en cuir. Et du coup pour moi ça le déculpabilisé, je sais pas si c'est bien français. Si, c'est ça. mais pour moi, c'était l'élément qui faisait qu'il était plus du tout coupable et qu'il avait juste été témoin. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai été le seul à... toi, t'es tombé dans le panneau. Ah ouais, au premier visionnage, je me suis dit, oulala. C'est bizarre. Après, je l'avais pas regardé comme je l'ai vu au visionnage suivant, parce que c'est vrai que maintenant, à force de le regarder,
on est aussi à la place du détecteur de Séoul qui est toute une partie du film au début vraiment à part, qui observe, qui comprend que c'est quand même spécial. Il regarde les dossiers alors que C'est personne ça, ne c'est ça. regarde, Et puis, enfin, là je le dis bêtement et peut-être que je l'avais vu, mais il me semble pas que j'avais compris la scène où il va mettre la chaussure et il fait l'empreinte comme étant la fabrication d'une fausse preuve, mais plus comme la recréation de la preuve. Vu que le tracteur était passé, je me suis dit, j'avais pas pensé au fait que peut-être il allait faire une fausse preuve pour inculper l'autre, mais juste refaire l'empreinte pour vérifier que c'était bien la bonne. Moi, Reprendre une photo. Je l'ai vu comme ça aussi, ouais. Reprendre la photo, comme ça, il avait sa vraie preuve, et puis il était content, quoi. Mais, et puis c'est qu'après, je me suis rendu compte, mais attends, mais c'est pas du tout la chaussure du tueur, en fait, c'est la chaussure du gamin. Bah ouais. Enfin bon. Mais ça nous vient qu'après, parce que c'est vrai que le détective de Séoul, Séoul se place en tant qu'observateur une grande partie du film, même quand c'est les premiers interrogatoires. Après plusieurs revisionnages, moi je me dis, c'est bizarre qu'il n'intervienne pas quand il voit de la violence, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fois on le voit dans l'escalier, des choses comme ça, et il observe et il écoute au début. Ouais, C'est tout ce ça. qu'il Il fait. est très détaché au tout début et Ouais. Moi c'est ce qui me faisait c'est bien penser après aussi qu'il se que rapproche. c'était quelqu'un de carriériste. C'est pas une option qui est envisagée ou même abordée dans le film. Moi je pensais que ça aurait pu être un reproche fait par le détective de la campagne, et c'est quelque chose qui est pas abordé. Le fait d'être venu en campagne uniquement pour résoudre le crime et monter en jalon. Et moi, au début, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était vraiment pour ça. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'empathie vis-à-vis de cet inspecteur qui n'était qu'observateur au début. Et on le voit prendre soin au final des autres. Et prêter attention aussi aux autres. Et ça participe à la création et la montée en puissance de son personnage. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Bah, je vois, moi personnellement, j'ai vu un peu l'inspecteur comme nous en tant que spectateurs. C'est-à-dire qu'au début, on est là, on assiste à ce qui se passe et on est un peu impuissant. On les regarde faire, on voit que, bon, leur manière de mener leurs enquêtes sont un peu bizarres, mais on dit rien et puis on voit ce que ça donne. Et puis, arrivé à la moitié du film, on se dit, effectivement, c'est un peu. Enfin, on a envie de les aider, quoi. On a envie de leur dire, non, mais regarde, ta méthode, c'est pas la bonne, c'est pas comme ça qu'il faut agir, faut que tu sois un peu plus méthodique parce que ça va pas aller. Et au fur et à mesure que le film avance et que cette dernière victime arrive, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas. En tant que spectateur, je me suis dit, non, mais c'est bon, allez, c'est lui, vraiment, arrêtez-le, tabassez-le, faites quelque chose. Enfin, comme on dit depuis tout à l'heure, en fait. Et je me suis rendu compte, là, en parlant avec vous, qu'en fait, j'ai quasiment subi la même évolution que l'inspecteur CO à travers tout le film. Et je trouve ça assez incroyable en fait. C'est vrai que c'est fabuleux. Voilà. On joue avec notre cerveau. Du coup, on s'est complètement. On a abordé écarté. les trois grandes parties du film. Je pense que maintenant, je sais pas si Charles veut le faire ou quelqu'un d'autre, on peut revenir sur la seconde fin qui nous assène un deuxième coup de marteau vraiment difficile. Parce que Charles abordait tout à l'heure que que l'histoire se finit en 2003 après une grande ellipse. Et c'est vrai que déjà la première fin est vraiment terrible. Elle est incroyable. Hein. Vraiment quand Détective CO devient Détective Park et inversement. Enfin, Oui. factuellement, ils le deviennent pas, mais en termes de personnalité. Parce que l'autre, au final, c'est Détective Park, le policier de la campagne, qui était plus brutal que l'autre. Enfin, bien plus brutal que CO, mais pas autant que Cho Young, qui était celui qui mettait des dropkicks constants. Mais il y a vraiment une inversion des deux caractères des personnages. Et c'est vraiment une fin terrible. Ouais. On pense que c'est la vraie fin, et non. Bong Joon-ho n'en a pas fini avec nous, il nous assène une seconde fin encore plus Une terrible. seconde fin, ouais. C'était pas Enfin, assez je sais triste pas pour toi. Tiens, prends-en encore une couche. C'est ça. Non, Donc Charles, je sais pas si tu veux vite fait l'aborder. Ouais, je peux l'aborder. En gros, on finit sur la première scène où on pense que ça va se finir là-dessus avec un générique de fin, où t'as le suspect qui s'évade dans un tunnel, qui n'est plus suspect du coup, mais il s'évade dans un tunnel. On passe sur une ellipse de quelques années pour arriver en 2003 avec Détective Park qui est en fait chez lui avec sa femme et ses enfants. Il se dirige pour rejoindre, on suppose qu'il rejoint ses deux compères, le détective CO et Cho Yonko. Mais non, parce qu'ils ont. Enfin, on pourrait penser ça au début, mais au final, on le voit après dans le camion. Et on comprend qu'il a changé complètement de travail, de en fait. carrière, ouais. De carrière. Il est vendeur maintenant, il a Oui, lancé oui, son entreprise. mais ce que je veux dire, c'est qu'il passe un coup de téléphone et il a un coup de téléphone et il dit on se retrouve pour manger, vous Oui, deux, tout ça. Et donc on peut supposer que c'est ces deux compères de l'époque avec qui il va renouer le contact ou avec qui il a toujours des contacts. Mais non, oui, effectivement, il n'est plus policier parce qu'on voit dans cette scène de fin où il est dans une voiture et il va livrer des extracteurs de jus pour on ne sait où.
Et cette scène qui se finit en fait où au moment où il se dirige pour aller rejoindre ces deux personnes, il passe devant une rizière et en fait c'est là où a eu lieu le premier meurtre. Il avance vers ce conduit d'irrigation de rizière. Il se penche pour regarder la toute première scène de crime. En se relevant, en fait, il est face à face avec une enfant qui lui dit bah, « Vous êtes bizarre, monsieur. Mais vous êtes bizarre, qu'est-ce que vous avez tous à faire ça ?» Et là, il tilte, il comprend pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Et en fait, la jeune fille lui explique que il y a déjà un monsieur qui était venu la semaine passée ou le mois passé. Ouais, la semaine dernière, ouais. La semaine dernière. Non, et... c'est plus subtil, c'est il y a quelques temps. Du coup, on Ouais, sait il y a pas. quelques Pas temps. une semaine. Ah ok, je croyais qu'il y avait l'information d'une Ouais. semaine. Ok, autant pour moi. Et cette jeune fille lui explique qu'il y a un monsieur qui est passé et qui a dit je suis venu ici pour me souvenir de ce que j'ai fait ici il y a un moment déjà. Et là, dans la tête de l'inspecteur, ça fait des clics. Il fait le lien avec la personne qui peut être le tueur. Et il va lui demander, mais il ressemblait à quoi ce monsieur ? Ce à quoi la petite fille répond Il est ordinaire. c'est un homme ordinaire. Et après, Il a un visage il repose une ordinaire. question. Voilà, c'est ça, il repose la question ensuite. En espérant avoir plus de détails, parce que bon, il s'accroche, hein, ça a quand même tenu une partie de sa vie. Et elle lui dit, je sais plus tout à fait la deuxième formulation, mais. Juste, qui est banal. juste ordinaire. Et c'est Juste ça, ouais. banal, ordinaire, ouais. Il lui redemande si elle peut lui dire à quoi ressemblait son visage, à quoi il pouvait bien ressembler. Et elle lui répète juste ordinaire, et le film se termine sur ça. Et le film se termine sur un regard caméra. C'est vrai. On apprendra par la suite dans le documentaire que Bong Joon-ho, par ce regard caméra, en fait, voulait espérait du moins que le tueur de l'époque regarde le film et se sente jugé par ce regard du détective à la fin du film. Ouais, ce qu'il expliquait, c'est qu'effectivement, ça le rebutait de savoir qu'en fait ce tueur était en liberté et qu'il puisse s'asseoir dans n'importe quelle salle de cinéma pour pouvoir regarder en fait tranquillement un film alors qu'il avait commis des atrocités, quoi. Et même à l'époque de sa sortie, il dit que ça le rebutait de l'idée que le tueur qui était potentiellement en liberté puisse avoir été voir son film. Voilà. Après, il éludait plusieurs propositions aussi en expliquant que c'était pas la seule interprétation possible de ce regard caméra, parce que c'est vrai que le film traite en grande partie aussi de la banalisation du mal finalement. Et l'idée c'est que le mal se tapit aussi en chacun de nous, quoi. Enfin, c'est assez philosophique et méta, mais C'est méta. c'est beau, méta. c'est beau. Mais c'est vrai que la possibilité de différentes interprétations est vraiment intéressante, en tout cas. Et puis, bon, c'est quand même une très belle fin. Enfin, c'est beau, Deux mais en très même belles temps fins. très douloureux à vivre. Et puis, enfin, le jeu d'acteur de mince, comment il s'appelle, Song Kang-ho, donc l'interprète de Park Do-man. Et je trouve encore une fois ultra juste à ce moment-là. Enfin, pour moi, la fin du film est vraiment parfaite. C'est-à-dire que on a donc le plan retour au début du film, en fait, voir là où tout a commencé et où tout se termine pour l'inspecteur Park Do-man. La musique, qui, comme je l'ai dit déjà au début du podcast, est pour moi d'une justesse incroyable. Et ce regard caméra avec cette intensité en fait dans le visage de Song, qui juge vraiment. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il a vraiment vécu cette investigation, cette enquête, et que il juge le vrai meurtrier en fait, plus que le simple meurtrier du film, quoi. Enfin, moi personnellement, j'avoue que cette fin m'a vraiment bouleversé. Je pense que c'est le bon mot. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais aborder une autre œuvre en quelques secondes, pour pas trop m'étaler, mais c'est un rapprochement qui a eu été fait, je crois, à l'époque de la sortie de True Detective, la saison 1, qui se voulait selon certains journalistes, et moi c'est vraiment quelque chose que je retrouvais aussi, avoir un peu de l'atmosphère de Memories of Murder finalement. Et ce qui m'a fait dire ça, et ce qui faisait dire ça je pense à certains journalistes aussi, c'est cette fameuse ellipse temporelle qu'on vient d'aborder, qu'abordait Charles aussi au début du podcast, qui se trouve aussi être un des grands éléments scénaristiques de la saison 1 de True Detective, qui se passe sur plusieurs époques, où on voit finalement, et pour le coup c'est bien plus étalé, le détective qui avait travaillé sur l'affaire du serial killer de l'époque dans True Detective, se voir être interrogé en tant que plus policier, mais un citoyen lambda. On sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie maintenant, mais il est réinterrogé et ça relance l'enquête au final
qu'il avait lui entamé finalement. Donc c'est intéressant aussi. Moi je vous invite, je sais pas si d'autres l'ont vu dans le groupe Malheureusement pas celle qui encore. me Hein. mure, la saison 1 de True Detective, mais je vous invite en tout cas à la regarder parce qu'elle est vraiment magistrale et Matthew McConaughey est vraiment monstrueux. Il y a Woody Harrelson aussi qui est très 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 bon. Mais c'est vrai qu'en termes d'atmosphère, moi j'y avais retrouvé et je serais ravi d'en discuter avec vous une fois que vous l'aurez fait si un jour vous regardez ne serait-ce que le pilote de la saison 1. Mais en termes d'atmosphère et d'histoire, et narrativement et au niveau du scénario, de traverser différentes époques comme le fait Memories of Murder, vraiment de manière succincte sur la fin, je trouve ça vraiment hyper intéressant. On va aller voir ça. Tu nous as donné envie. Est-ce qu'il y a encore des points à aborder sur Memories? Ah, je pense qu'on a. Enfin, en tout cas, j'ai fait le tour. Moi, je vais juste vous réinviter à vous pencher sur la carrière de Bong Joon-ho, en particulier Memories of Murder. Je sais pas si c'est franchement le plus abordable pour commencer, mais moi, c'est celui par lequel je suis rentré dans la filmographie de Bong Joon-ho, donc je vous y invite. Et aussi d'autres cinéastes coréens, dont Park Chan-wook. Tout à l'heure, Thibaut en évoquait aussi un autre, j'ai plus le nom en tête, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a en effet le monsieur qui fait Two Sisters, qui est un film aussi. Kim Ji-woon. Tout à fait, merci. De rien. Mais, mais regardez-en, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée à la fois dans le cinéma sud-coréen et peut-être même asiatique. Oui. Après, il faut savoir quand même que le cinéma sud-coréen est légèrement différent du cinéma asiatique. Enfin... Oui, ils ont tous leurs particularités, Voilà, que oui. ce soit Bon, après, c'est japonais, sûr que le cinéma asiatique en général est différent du cinéma américain ou européen, mais même dans le cinéma asiatique, il y a vraiment, comme tu l'as dit, chacun ses particularités. Enfin, voilà, c'est encore un autre débat. Oui, puis vous verrez au fur et à mesure des podcasts qu'on fait même la distinction au sein des continents, parce qu'on va aussi vous parler de cinéma de pays différents en Europe, en Asie aussi. Et c'est vrai qu'ils ont tous leurs particularités. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il est... Enfin, c'est un fait, il est différent. Mais pour le coup, moi, c'est un de ceux qui est le moins perméable pour moi. Parce que ceux d'Europe de l'Est, que ce soit Allemagne ou des choses comme ça, j'ai plus de mal à rentrer dans ce genre de cinéma-là que dans ceux asiatiques, finalement. Bon, de toute façon, après, chacun a ses particularités et ses préférences. Hein. C'est exact. Du coup, vous l'aurez compris, ce film, pour nous, est une petite pépite. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, que vous êtes encore là déjà, qu'est-ce que vous faites là? Allez le découvrir, regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, retournez-y, puisque c'est toujours bon de pouvoir retrouver un peu ces sensations après plusieurs années ou plusieurs mois. En attendant le prochain podcast... Ah, vas-y, Marine, peut-être. Oui, bah j'allais dire aussi, on ne l'a pas fait la dernière fois, mais si vous avez des questions et que vous savez pas quoi regarder au final dans cette filmographie, que vous voulez un peu d'orientation, on est aussi là sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et Twitter, vous pouvez nous poser des questions. On vous orientera vers des films de la filmographie de Bong Joon-ho, ou d'autres aussi, hein, qui sont intéressants, donc on est là si besoin. Qu'est-ce Et qu'il est avec fort. plaisir. Voilà. Du coup, des bisous à tous en attendant la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. Bisous. Au revoir.